Bonjour chers auditeurs du podcast La Romance c'est Gnangnan. J'espère que la rencontre avec Rochelle Kirst vous a plu et je vous propose de continuer l'expérience par la lecture d'un extrait du Prince de Sang, le tome 1 d'Aphantasia. Il s'agit d'un extrait du point de vue d'Aldéric lors de sa première rencontre avec Isaac. Bonne écoute. Tournez à droite au prochain croisement, Yvan, prononçai-je d'une voix courtoise. Yvan était un vampire transformé sur le tard. La profondeur de sa servilité rivalisait avec celle des rides qui creusaient son visage défraîchi par une pilosité blanche et hirsute. Un vieil homme détenteur d'une indéfectible loyauté et d'une absence totale d'ambition, deux atouts très appréciés chez un employeur de maison. Sa réponse, formelle et dépassionnée, me fut portée par sa voix éraillée par l'âge. La voiture s'engagea sans secousse sur le chemin de terre menant au pavillon de chasse qui était le mien depuis des siècles. Au travers des vitres teintées, je pus admirer les couleurs rougeoyantes dont l'automne tardif peignait les arbres bordant ma propriété. Cette dernière, avec ses façades de briques et l'ardoise de sa toiture, s'intégrait à merveille au camailleux saisonnier. Au pied de la bâtisse, d'architecture sobre et de taille respectable, se trouvait déjà garée la voiture d'Iazov. Vampire de 2 siècles mon cadet, Yegor Iazov était ce que les hommes ordinaires se plaisent à appeler un ami de longue date. Un concept dont la naïveté s'était effritée depuis bien longtemps. Nous étions conscients que notre sympathie réciproque était matinée d'une certaine capacité de nuisance, lorsque l'exigeaient nos caractères joueurs ou nos intérêts divergents. Yvan gara la voiture en face de l'entrée et n'eut pas le temps de quitter son fauteuil conducteur que déjà Iazov paraissait sur le perron. Il avait sa mine des bons jours, l'œil pétillant d'excitation, la bouche étirée de son éternel rictus moqueur, ses cheveux gris disciplinés en arrière. Il était vêtu de l'un de ses vieux uniformes de service, noir et si ajusté à sa silhouette aiguë qu'il lui conférait une allure de croque-mitaine. La portière de la berline s'ouvrit et Iazov me présenta une main amicale pour appuyer ma sortie. Son soutien m'était aussi peu nécessaire que l'oxygène à l'organisme des gens de mon espèce, mais je la saisis toutefois. Le bref contact de nos paumes, couplé à un échange de regards, fit office de cordiale salutation. Je n'étais pas homme à effusion, et Iazov n'était pas homme à courbettes. « Tu as l'air remis de tes petites aventures avec les résistants », remarquai-je, en ne voyant plus aucune trace de brûlure sur son visage. De justesse, quelques dizaines de secondes de plus au soleil et tas de cendres. L'excitation m'a fait oublier la douleur et la prudence. Enfin, nous les avons tous attrapés. J'en ai d'ailleurs ramené un pour la chasse. Milicien haut gradé, Iazov aimait jouer avec sa vie autant qu'avec celle des mortels qu'il traquait. Quelques semaines plus tôt, des rebelles avaient tenté de faire exploser les fenêtres anti-UV du centre de détention qu'il régissait. Leur réussite avait été partielle. Quelques dégâts matériels et un milicien mort, là où tous les résistants avaient été mis sous verrou. Iazov avait dû prendre un congé pour guérir de ses blessures, et comme après chaque période de repos forcé, il lui fallait trouver une façon de compenser son inaction. La chasse tombait à merveille. Je ne doutais pas qu'il se montre particulièrement vorace. Nous gravîmes côte à côte les marches blanches du perron encadrées de colonnades. Sur nos talons, Yvan et sa carcasse grinçante s'affairaient à s'occuper de mon bagage, une grosse valise qui ne contenait rien d'autre que quelques litres de sang fraîchement mis en bouteille. Mes compagnons de chasse étaient dotés d'un appétit augmentant proportionnellement avec l'excitation de la traque. Aussi, pour préserver le bon déroulement de la partie, je veillais au préalable à leur offrir de quoi étancher leur soif. Au bout d'un couloir à la décoration rustique se trouvait le salon. Vaste salle haute de plafond, chauffée par 2 larges cheminées, il accueillait déjà 2 autres des participants à cette chasse à l'homme. Seuls les partenaires ayant démontré leur discrétion étaient conviés à ces soirées aussi privées que prohibées. Les défenseurs des droits de l'humain rendaient tout honnête divertissement de plus en plus ardu. Les récentes attaques terroristes leur feraient peut-être reconsidérer leur position bienveillante à l'égard des mortels. Une première bouteille fut ouverte, tandis que nous échangions quelques paroles convenues, quelques compliments sur le bon goût de nos tenues et les performances de nos armes. Malgré l'aimable camaraderie qui flottait dans le salon et l'ambiance s'allégeant au fur et à mesure que des participants nous rejoignaient, il demeurait un fossé entre le binôme que nous formions avec Iazov et les autres. Faille sociale creusée par les différences d'âge et d'influence, elle formait chez nos suivants une subtile déférence dans leur posture et leur discours qu'un homme attentif aux détails ne pouvait point manquer.
Le manque d'aisance que mes pères ressentaient à mon contact m'était aussi familier que l'obscurité l'était à la nuit. Les choses étaient ainsi, à leur juste place. L'horloge comtoise affichait 21 heures lorsque nous fûmes au complet. 12 chasseurs lassés depuis bien longtemps de traquer le gibier commun. Yazov nous invita à nous rendre dans le parc encerclant la demeure pour nous présenter les proies qu'il s'était procurées. Son mince sourire et ses mains largement écartées exprimaient sans retenue toute l'étendue de la fierté qu'il tirait de ses acquisitions. Les cages, exposées près de la lisière du bois à l'arrière du pavillon de chasse, hébergeaient 6 spécimens sauvages séparés les uns des autres. Yvan m'apporta mon fusil, un Remington à canon simple, calibre 20, acquis à la fin du XIXe siècle. « Un canon simple et si vieux !» s'enquit mon voisin de droite dans une exclamation aiguë. « Le plaisir m'est gâché si mon butin est réduit en charpie avant que je n'ai posé les mains sur lui, expliquai-je en me détournant de lui, estimant qu'il n'y avait là nulle matière à débattre ou argumenter. Je m'approchai de la dernière cage, le canon de mon arme incliné vers le sol. Mon regard se posa sur l'homme qui y était recroquevillé. Ses guenilles humides lui collaient à la peau. Loin de l'agitation fébrile qui animait ses semblables, il demeurait stoïque, sans pour autant paraître absent. Yazov me lista à l'oreille l'infinité du plaisir que j'aurais à jeter mon dévolu sur cette bête et la hâte qu'il avait de me disputer le butin. Je ne l'écoutais que distraitement, mon attention se dirigeant tout entière sur l'homme dans la cage. Ce dernier mimait un acte de mort qui ne lui était guère accessible, son index tirant contre une gâchette imaginaire. Sous une épaisse chevelure aussi noire que bouclée, ses yeux bleus profonds scrutaient les miens. Ce sauvage affichait une attitude que je n'avais pas le souvenir d'avoir pu observer chez une bête maintenue en captivité. Pourvu d'un flegme attentif, observateur, il avait l'intelligence, à l'inverse de ses congénères, d'user d'un calme stratégique. Il économisait ses forces, et malgré son faciès impassible, aucun de nos gestes, aucune des paroles passant nos lèvres, ne semblait lui échapper.